Alors, dans cette nouvelle causerie, je voudrais aborder un certain nombre de problèmes, comme d'habitude, et un nouveau problème, évidemment, et un qui me paraît absolument essentiel, c'est celui de la subjectivité, on pourrait dire. C'est-à-dire que l'astrologie nous met en face de notre subjectivité. Non pas notre subjectivité individuelle, mais notre subjectivité collective. L'un d'ailleurs impliquant l'autre. La subjectivité collective est la somme de subjectivités individuelles. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que nos valeurs sont très relatives. À certaines époques, nous mettons en avant certaines valeurs, aux dépens d'autres. À d'autres époques, c'est l'inverse. Comme disait Pascal, sur notre plan, il disait vérité d'un côté des Pyrénées, erreur de l'autre. Eh bien, je ne dirais pas ça comme ça, mais je dirais vérité à une certaine époque, erreur à une autre époque. Et quand je dis époque, c'est une façon de parler. En réalité, ça peut être, pour moi, ce mot-là renvoie à des périodes très courtes, finalement, de quelques mois, de quelques années. Parlons d'époque, si on veut. Donc, je dirais que je ne m'intéresse pas du tout à la psychologie statique, c'est-à-dire comment les gens sont de façon constante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la psychologie dynamique, c'est-à-dire ce sont les évolutions. Mais les évolutions, non pas linéaires, mais cycliques. Nous ne sommes pas en train de changer de façon définitive. Nous avons des changements périodiques et des retours à des périodes antérieures que nous pensions d'ailleurs à tort, bien à tort, avoir dépassé. Voilà. Donc c'est pas du tout la même démarche. Mais je crois quand même qu'il faut relativiser. J'aime bien ce mot parce qu'évidemment il nous renvoie à Einstein sous un angle qui n'était pas encore très connu, parce que cette notion d'évolution des mentalités sur des périodes très courtes, c'est pas vraiment très développé en dehors de mes propres travaux. On parle d'évolution sur des siècles, des périodes. Bon, mais c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Là, on est dans le très court terme, en tout cas dans le moyen terme. Donc, effectivement, qu'à une époque donnée, on ait certaines valeurs, et qu'on fasse en sorte que ces valeurs soient représentées, soient vécues, c'est normal. Mais il serait bon de savoir que tout ça est relatif, que dans quelques années plus tard, eh bien, on passera à une autre époque, donc avec d'autres valeurs, d'autres tonalités. Et heureusement d'ailleurs que ça ne dure pas trop longtemps, parce que si ça durait trop longtemps, on ne passerait pas d'une période à une autre sans difficulté. Donc effectivement, nous avons tendance à désavouer le passé immédiat, à brûler ce que nous avons adoré, à ne plus supporter ce que nous avons toléré, ou ce que nous avons même encouragé. Alors, c'est très important sur le plan de la société, mais c'est aussi très important sur le plan personnel. Parce que quand on sort d'une phase pour aller vers une autre, on se remet en question. On dit, mais comment est-ce que j'ai pu faire ce que j'ai fait? Comment j'ai pu bafouer certaines valeurs qui étaient propres à notre période? Et je crois d'ailleurs que notre jugement sur les gens, même sur le plan juridique d'ailleurs, sur le plan de ce qui est répréhensible, doit tenir compte de ces changements.
Parce que tel comportement qui va paraître inacceptable à une certaine époque est beaucoup plus acceptable à une autre époque. En quelques années d'écart. Donc il suffirait que certaines choses soient décalées de quelques mois pour qu'éventuellement le jugement porté ne soit plus le même. Donc ça devrait quand même nous amener à une certaine humilité. Donc je disais que là nous avons une conflictualité d'une époque à une autre, mais qui est aussi donc qui n'est pas liée véritablement à des faits objectifs. Voyez-vous. Par exemple, dire qu'actuellement les pays sont endettés, ça ne veut rien dire. Il l'était avant. Pourquoi réagit-on maintenant et pas après? Peut-être qu'on a tort. Peut-être que finalement, ça peut très bien fonctionner comme ça. Pourquoi se casser la tête? Parce qu'il y a de nouvelles valeurs qui se présentent. Mais elles ne vont pas durer non plus indéfiniment. Quand on a pris conscience de cette relativité des valeurs, évidemment, on s'excite peut-être un peu moins, on s'enthousiasme un peu moins, on se désespère un peu moins. On sait très bien que dans quelques années, les valeurs que nous avons rejetées, on les reprendra. Fontaine ne dit jamais que je ne boirai pas à ton eau. C'est très relatif. Si on savait par exemple que dans 2-3 ans, toutes ces histoires de rigueur pourraient éventuellement être remis en question, que nous sommes peut-être dans une période de recentrage, mais qui ne va pas durer indéfiniment. La phase vénusienne, par exemple, qui est une phase d'unification, une phase où on cherche à donner à chacun une part égale, en tout cas un minimum, un certain, comment on dirait, le revenu minimum. Bon, c'est une phase vénusienne. Et à ce moment-là, effectivement, les étrangers, les gens un peu différents, on essaye que tout le monde soit, en quelque sorte, sur un pied d'égalité, en tout cas sur un minimum. Bon, effectivement, il se trouve que ça a donné des excès, il y a eu des propositions, notamment au niveau de l'immobilier, des emprunts, qui mettaient un peu tout le monde dans le même sac, avec les avantages les mêmes avantages pour tout le monde. Pour l'euro, c'est pareil, tout le monde a eu les mêmes avantages, les mêmes conditions à un moment donné, et puis après, bon, il y a des gens qui n'ont pas pu assumer aussi bien que les autres. Ce qui a d'ailleurs donné des phases que j'appelle des phases méticiennes, des phases où on est vraiment quelque part dans une sorte de complicité pour masquer des différences, pour masquer des décalages. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour maintenir une certaine façade? Il est probable que certaines femmes, par exemple, certains étrangers, qui apparemment quand même étaient un petit peu décalés, on a essayé de dissimuler cela, de masquer cela par un certain temps. Et puis, à un moment donné, cette façon de faire ne passe plus. On passe en phase vulcanienne, et pour Vulcain, la phase vulcanienne, chacun doit montrer ce qu'il sait faire. On ne va pas avoir une sorte de code comme ça, valable pour tout le monde. La phase vulcanienne prend le contre-pied de la phase vénusienne. Bon, d'accord, elles se suivent à 3 ans et demi d'intervalle. Bon, ok. Il faut le savoir. Alors, quand je dis ça, je pense à nos amis astrologues qui n'ont pas du tout, évidemment, ce genre de schéma à leur disposition, puisque comme ils tiennent compte des planètes réelles, et non pas seulement des planètes balises et des noms de divinités, les planètes réelles, elles envahissent leur espace, et il n'y a plus de phase vénusienne, il n'y a pas de phase de ce genre. Et puis en plus, il va y avoir un transit sur le thème de machin, je sais pas, une opposition avec ça. Et puis on va y avoir Uranus, Neptune, Pluton qui vont se rajouter, etc. Enfin bref, on ne distingue pas du tout dans cette astrologie d'ailleurs
les planètes qui sont véritablement les planètes motrices, qui déterminent le rythme, le cycle, et puis les planètes qui sont simplement des planètes qui ont une valeur symbolique, mais qui ne sont pas à considérer du point de vue de leur position dans l'espace. En tout cas, si au niveau bien sûr du système solaire, bon, on connaît la façon dont les planètes se suivent dans le système solaire, mais on ne va pas s'intéresser à ce moment-là à leur position zodiacale. Elles sont simplement associées, c'est d'ailleurs la théorie des domiciles, elles sont associées à certains signes. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, bien évidemment. Alors effectivement, je crois que le passage d'une phase à une autre est quelque chose d'assez douloureux, parce que individuellement aussi, nous sommes confrontés à des problèmes de conscience, nous sommes confrontés à des remises en question de ce que nous avons fait, à des regrets, à des remords, que nous n'assumons plus, nous ne défendons plus certaines positions que nous avons adoptées dans le passé, parce qu'effectivement, nous avons changé. Ça, c'est la grande théorie que je développe. Contrairement aux astropsychologies en général, moi j'ai dit, nous avons changé. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes plus ce que nous sommes, ce que nous avons été. D'ailleurs, Jackie Laïs nous rappelle la notion de onduscule en physique qui fait qu'éventuellement, le même facteur peut prendre des formes très différentes d'une période à l'autre. C'est exactement ce que je pense pour l'astrologie, pour l'être humain. Le même être humain n'est pas constamment la même personne, en quelque sorte. Il n'a pas la même personnalité, il n'a pas les mêmes valeurs, il n'a pas la même démarche. Alors ça peut être troublant. Je crois que c'est important de le savoir, parce qu'effectivement, ça peut aider quelqu'un de savoir qu'il va passer par une nouvelle phase, et que pendant cette nouvelle phase, eh bien, il va y avoir une remise en question. Il va y avoir une remise en question de ce que nous avons fait précédemment. Alors en politique, ça s'entend tout le temps, n'est-ce pas? En politique, on remet en question les 35 heures, parce que aujourd'hui, ça n'est plus valable. Mais à l'époque, bon, je ne vais pas vérifier, mais à l'époque, ça pouvait être valable. Comment fait-on pour que des phases successives, qui correspondent à des valeurs successives, puissent se succéder, justement, sans qu'il y ait constamment des remises en question? Il faut trouver une logique, une évolution logique d'une phase à l'autre. C'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler sur cette question-là. Comment passe-t-on de la phase vénusienne à la phase méticienne? Comment passe-t-on de la phase méticienne à la phase vulcanienne? Comment passe-t-on de la phase vulcanienne à la jupitérienne? Comment passe-t-on de la phase jupitérienne à la phase vénusienne à nouveau, etc. Voilà. Ce qu'on constate, par exemple, ce qui m'a beaucoup intéressé récemment, c'est que j'avais annoncé dans un article qui est paru dans le journal de bord d'un astrologue, j'avais annoncé que on allait recruter des personnes qui ne sont pas forcément connues, enfin en tout cas qui n'avaient pas forcément fait une carrière politique importante. Je citais le cas de Raymond Barre en 1976. J'avais fait un article donc, qui était paru fin octobre, je crois, et qui, le 23 octobre, sous le titre de L'astrologie et la stratégie du retour en politique. Et alors c'est quand même intéressant parce que quelques jours après, Papadémos remplace Papa Andréou le 11 novembre à la tête du gouvernement grec. Le 16 novembre, Monti remplace Berlusconi à la tête du gouvernement italien. Et puis il y a d'autres exemples, effectivement, de revenants, de gens
qui sont des techniciens. D'ailleurs, on parle maintenant depuis quelque temps des technocrates. Le retour des technocrates. On en parle pour la Libye, on en parle pour d'autres pays, effectivement. Et d'ailleurs, de nouvelles têtes, de nouveaux personnages qui n'ont pas beaucoup défrayé la chronique jusqu'à présent, ou qui, bon, je pense par exemple aux États-Unis, parmi les candidats républicains, Newt Gingrich, qui fait un retour, qui fait un comeback, si j'en crois les journaux. Je pense qu'effectivement, on va avoir des nouveaux personnages qui vont se présenter et qui ne sont pas marqués trop fortement par la phase précédente. Alors vous me direz, mais alors c'est bizarre ce que vous dites, puisque eux aussi, ils ont dû être marqués par la phase précédente, forcément. Oui, mais enfin, malgré tout, on s'aperçoit que certaines personnes sont quand même plus portées par une phase que par une autre. Ça leur réussit mieux, ils sont plus mis en avant. Il y a des personnes qui sont capables de fonctionner très fortement dans chaque phase. Alors, eux, ce sont de véritables caméléons. En phase vénusienne, ils sont vénusiens. En phase méticienne, ils sont complètement méticiens. En phase martienne, alors ils ont un potentiel qui fait qu'à chaque phase, ils rebondissent. Mais dans d'autres cas, eh bien non, la personne ne se sent pas bien dans cette phase et elle est un petit peu marginalisée. Mais en revanche, elle va pouvoir revenir en force dans la phase suivante. Voilà. Donc effectivement, ça me paraît intéressant que cet article qui citait le cas de l'apparition du technocrate Raymond Barre en 1976, eh bien il était prémonitoire à quelques jours près de ce retour du technocratisme dans la vie politique de différents pays. Ce qui d'ailleurs me permet de dire que l'idée de cloisonner les pays me paraît complètement ridicule. Il n'y a pas une astrologie pour tel pays ou pour tel État. On voit bien que des phénomènes du même ordre se retrouvent dans des pays extrêmement différents à la même époque. Je viens de citer le cas de la Grèce et de l'Italie, il y en a beaucoup d'autres, sans parler de ces changements qui ont eu lieu notamment en Espagne. Et puis c'est pas terminé, n'est-ce pas? Donc effectivement, il y a là des changements qui sont à l'échelle de l'humanité et non pas à l'échelle d'un pays donné ou d'un individu donné. Alors, moi, de toute façon, en astrologie, je considère que l'astrologie n'a pas à s'enfermer dans des frontières, quelles qu'elles soient. Elle ne peut faire ses preuves précisément que dans la mesure où elle montre qu'elle n'est pas justement fonction d'un pays donné. Même les événements de 1989 n'étaient pas réservés à une certaine région du monde, on peut en trouver des manifestations bien au-delà. Et donc effectivement, c'est pas très intéressant en astrologie de se cantonner à un pays donné, parce que à ce moment-là, on n'a plus vraiment le phénomène transnational, supranational, qui à mon avis marque de façon évidente l'astrologie, et notamment montre bien qu'elle est un discours sur l'humain, sur l'être humain, par-delà toutes les classifications socio, géopolitiques qui puissent exister. Alors, je voudrais revenir sur la notion d'hyperinformation qui me plaît beaucoup, et qui est d'ailleurs en rapport avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, dans l'absolu, évidemment, dans l'absolu, c'est une façon de parler d'ailleurs, il est vrai que dans la réalité, dans l'apparence de réalité, le monde est très compliqué. L'humain est très compliqué par la diversité même des pays, par la diversité même des personnes, par la diversité même des services, des structures, des agences, de tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que les hommes ont une faculté de cloisonnement qui est absolument incroyable. Et ça, c'est très coûteux. Ce que j'appelle, c'est la maladie de l'hyperinformation. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je suis particulier, donc il faut prendre le temps de me comprendre moi. Et puis voilà, et puis tel pays est particulier, il faut donc prendre le temps de le comprendre lui, etc.
Ben, l'astrologie ne va pas dans cette logique-là. De toute façon, ces notions d'individus, d'événements particuliers, de pays particuliers, sont complètement étrangères à l'astrologie. Ça veut dire qu'elle ne va pas s'y appliquer quelque part, mais ça ne fait pas partie de son modèle, en tout cas. En aucune façon. Contrairement à ce que d'autres disent. Alors, effectivement, l'astrologie que moi je préconise, c'est l'astrologie avec une très faible hyper-information. Puisque on n'a pas besoin de regarder le thème natal, on n'a pas besoin de supposer que les gens sont différents les uns des autres, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient différents parce qu'ils sont dans des phases... Tout le monde devient différent parce qu'on passe par une phase différente, une phase collectivement différente. Même s'il y a des gens qui démarrent plus tôt dans la phase, d'autres qui sont plus en arrière, enfin, globalement, c'est une espèce de peloton comme sur le Tour de France. Bon, voilà, donc on est tous dans la course, il y a ceux qui arrivent en tête, ceux qui arrivent à la queue, mais enfin tout le monde suit le mouvement. Alors effectivement, je trouve complètement dérisoire d'essayer de montrer que les astres vont jouer dans tel pays plutôt que dans tel autre. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On peut le supposer par certains côtés, en étudiant la situation du pays en question et de constater que visiblement, soit il sera porté par la nouvelle phase, soit il sera au contraire handicapé par cette nouvelle phase, qui risque d'en payer le prix. Voilà, on peut faire des choses comme ça, coup par coup, pays par pays, mais ce n'est pas par l'astrologie qu'on va le faire. Mais l'astrologie va nous permettre d'étudier le cas en question. L'astrologie peut être un outil pour les politologues, les journalistes, à condition qu'ils apportent eux-mêmes leur bagage, à condition qu'ils montrent leur connaissance du terrain. L'astrologie doit être mise dans les mains de gens qui connaissent leur sujet. L'astrologue ne peut pas faire le travail à la place des gens qui sont spécialisés, c'est pas possible. Ou alors il faut que la personne ait des talents particuliers, que l'astrologue soit aussi historien, aussi sociologue, mais de façon extrêmement pointue, pas avec des généralités ou des lieux communs sur telle personne ou tel pays ou telle période, etc. C'est malheureusement trop souvent le cas. Les gens voudraient retrouver les quelques souvenirs scolaires, les quelques dates, ils voudraient les retrouver au cœur même du système astrologique. Donc, il vaut mieux que ce soit vraiment proposé à des gens qui connaissent leur sujet, et ça vaut aussi au niveau de la personne. L'astrologue ne peut pas se substituer à la personne pour savoir qui elle est et comment elle est. Voilà. Donc effectivement, l'hyperinformation, c'est vraiment le jeu de l'astropsychologie. On va donc étudier le thème astral avant pour savoir qui est la personne, comment elle fonctionne, quelles sont ses manières, quelles sont ses phobies, quelles sont... Bon, moi, je ne vois pas très bien ce que ça vient faire en astrologie. Mais bon, à partir du moment où on refuse cette hyperinformation, au niveau épistémologique en tout cas, ben à ce moment-là, on n'a pas besoin d'intégrer dans l'astrologie ces informations-là. Elles n'y sont pas. On peut ensuite, après, les appliquer à des cas particuliers, mais c'est un autre problème. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Nous avons la possibilité de faire des prévisions. Et à mon avis, les prévisions les plus intéressantes, c'est quand on peut annoncer un changement de phase. On peut dire, voilà, on abandonne telle position et on adopte telle nouvelle position, individuellement et collectivement. Et à partir de ce moment-là, donc, on va relativiser, on va prévenir. Si on avait prévenu les gens en leur disant, vous savez, à partir de telle année, il va y avoir un problème, on ne va plus supporter certaines choses, on ne va plus tolérer certaines choses, on va demander des réformes, on va demander que de voir vraiment les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'elles paraissent, ou telles qu'on veut nous les présenter. Bon, ben voilà, on aurait peut-être mieux présenté les choses. Je veux dire, voilà, c'est que la crise n'est pas réellement extérieure à nous. C'est une crise de conscience que nous avons en nous. Et c'est parce qu'en nous, nous avons quelque chose que nous ne supportons plus, que le problème se pose. Ce n'est pas la réalité extérieure. Bien, cette réalité extérieure, elle est déclenchée par notre propre transformation intérieure, qui, elle, est d'ordre astrologique. Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, et ça c'est fondamental. Épistémologiquement, l'astrologie nous explique que c'est l'être humain qui se modifie de façon périodique et qui fait que certaines choses, il ne veut plus
les accepter, ne plus les faire, et que d'autres valeurs lui paraissent beaucoup plus importantes, et que c'est ces valeurs-là que maintenant il va défendre. Voilà. Voilà le message, à mon avis, de l'astrologie. Alors, encore quelques mots. Par exemple, le regain de l'islam actuellement, c'est surtout parce qu'on n'en a pas parlé pendant un certain temps. Comme l'islam était refoulé dans son nombre de pays, c'est toujours la même logique, n'est-ce pas? Réapparition de l'élément qui est mis à part. Ça ne veut pas dire forcément que ça va durer. Il est possible que la prochaine phase vénusienne va faire venir justement la laïcité, puisque Vénus c'est la laïcité, puisque Vénus c'est une sorte de recherche de quelque chose qui soit partagé par tout le monde. Voilà, donc effectivement il ne faut pas non plus s'énerver. C'est normal qu'actuellement il y ait cette réémergence de l'islam dans la vie politique du monde arabe, parce qu'on est en phase justement vulcanienne et jupitérienne, donc avec une phase un petit peu de recentrage, de ressourcement, et aussi quelque part une volonté de faire revenir des gens qui n'étaient plus tout à fait au premier plan, mais la phase vénusienne qui suivra va certainement refavoriser une certaine forme de laïcité.